Bonjour, Anna. Pourriez-vous vous présenter et de parler de votre parcours professionnel en France et en Afrique? Ok, je m'appelle Kokoui Difagalé. Je suis togolais et écrivain. J'écris du théâtre, des contes, des nouvelles, de la poésie. L'écriture, c'est ma passion. Comment je vais dire, c'est ce que je voudrais faire toute ma vie ou bien que je pourrais faire toute ma vie sans m'ennuyer chaque jour. Donc, au Togo, je suis dans une association d'auteurs qui s'appelle Escale des Écritures. Donc, au sein de cette association-là, on se rencontre, on se lit. On a une collection chez un éditeur à Lomé qui s'appelle les éditions Aoudi. Depuis 10 ans quand même qu'on a cette collection. On a publié 13 livres avec lui. Il y a des individuels, des livres qu'on a fait individuellement, de façon collective aussi, avec d'autres auteurs africains, Cameroun, Bénin, même français, suisse, béninois, et nous, les Togolais. Donc, maintenant, quand tu écris dans le monde, tu n'écris pas que, tu écris quand même de quelque part. Mais il faut que ton écriture vive là où tu la produis et que ça puisse dépasser les frontières et puis que ça puisse, c'est comme le soleil, pour éclairer toutes les parties du monde et se nourrir aussi de toutes les parties du monde. Tu donnes, tu prends. Donc dans ce principe-là, je, je, je viens en résidence ailleurs que chez moi, en Afrique, en France, très souvent. Donc, pour travailler, pour commencer un projet, pour avancer là-dedans. Voilà un peu ce que je peux dire pour commencer. Alors, revenons un petit peu en arrière. Donc, vous avez fait la formation en économie, si je ne me trompe pas. Et quand est-ce que c'est arrivé qu'un jour, vous vous levez et vous dites que je deviens un écrivain et ça va être ma profession? Vous vous souvenez de ce jour? Oui, au fait, quand j'étais... D'abord, c'est depuis l'enfance. Depuis, quand moi j'étais petit garçon, j'avais deux grands-mères fabuleuses. Il y a l'une qui me disait les contes chaque soir quand je suis sage dans la journée. Je ne suis pas un enfant calme, hein. Je n'étais pas du tout calme quand j'étais petit, j'étais agité, j'étais toujours dans l'énergie. Et donc, c'est les contes de ma grand-mère c'est à cause de ces contes-là que dans la journée, voilà. Et donc, j'ai l'autre grand-mère qui me disait l'Ancien Testament, oui, qui faisait que tout petit, là, j'avais pas commencé vraiment l'école, hein, j'avais pas commencé vraiment. Très petit, je devais avoir 4 ans, 4 ans par là. Et on me disait l'Ancien Testament, et que je connaissais par cœur, je connaissais ces histoires comme ça, parce qu'on me les a contées, comme, voilà. Et les contes de ma grand-mère, de l'autre. Donc j'étais bercé vraiment dans ces imaginaires de contes. Et voilà, c'était vraiment une phase importante. Et aujourd'hui, je me dis que si je suis devenu écrivain, euh, la base était là-bas. Parce que j'avais déjà une habitude, une régularité avec ces contes, avec cette parole, et qui faisait que, bon, si je pouvais écrire à l'époque tout ce que ma grand-mère me disait sur tous les contes, je pouvais avoir 1000 contes. Et ça aurait suffi à faire ma carrière. Et j'aurais plus besoin d'imaginer. Mais bon, j'étais tout petit, je ne pouvais pas l'écrire, à écrire ces contes. Maintenant, mon père est enseignant, donc étant fils d'enseignant, ça demande beaucoup de rigueur. Mon père était très très rigoureux, le travail et tout ça, donc déjà la langue
à l'école de français et tout, et ça se passait bien. Quand j'ai continué mes études, donc là, du primaire jusqu'en classe de CM2, j'avais eu des insomnies. À un moment, j'avais eu des insomnies, je ne pouvais pas dormir pour des raisons que je n'ai jamais dit à personne et que je ne dirai pas. Donc, je suis allé à l'hôpital et on m'a dit de lire le soir avant de dormir. C'est la prescription que le médecin m'a fait, une prescription. Et bon, ça m'a fait bizarre, mais au lieu de me donner un médicament, il me dit de lire. Bon, ok. Donc, chaque soir, avant de me coucher, je lisais. Et ça peut prendre 30 minutes. Et effectivement, quand je lis, à un moment, à partir d'un moment, je dors. Ce qui fait que même à ce jour, je ne peux pas lire couché. Si je prends un livre et que je me couche et que je dis que je vais lire, je vais m'endormir. Après 15-20 minutes, je m'endors. Donc, de la classe de CM2, j'avais ça, j'ai lu. Donc, c'est là où j'ai découvert les auteurs. Je lisais Lagarde et Bichard, bon, j'avais les siècles, pas de Baudelaire, Mallarmé, tout ça, je lisais. C'est des textes. Comment s'appelle l'œuvre que vous préférez le plus et pourquoi? Pour parler de l'œuvre que je préfère plus, je l'ai lu en sixième. Le titre, c'est L'enfant et la rivière d'Henri Bosco. C'est un petit roman que j'ai dévoré en une journée. C'est un roman d'aventure. J'ai encore en mémoire les personnages, Barcabo et tout. C'était un roman d'aventure. C'est un enfant à qui on a interdit d'aller d'aller au bord de l'eau et qui est parti un soir comme ça. Il est allé là-bas, donc ils ont fait une aventure. Ça m'a fasciné. Je pense qu'en fait, l'aventure et vous, c'est lié entre eux. Oui. Comme vous avez parlé de votre enfance. Oui. Et la lecture quand j'ai lu L'enfant et la rivière, c'est vraiment en cet instant que j'ai décidé, j'ai voulu être écrivain parce que celui qui peut imaginer ce monde et me le faire vivre comme si j'y étais, c'est pour moi le centre du monde, c'est là où je veux être dans ma vie. Donc c'est le monde imaginaire où vous voyagez en fait dans vos pensées. Oui. Peut-être même dans le livre on peut rencontrer des choses qu'on ne va jamais en fait avoir dans la vie Absolument. quotidienne. L'important c'est pas d'avoir ça, mais l'important c'est la capacité de percevoir ou bien de l'avoir en rêve. Parce que la vie même que nous vivons, c'est un rêve. C'est pas quelque chose de réel, la vie. Parce que comment est-ce qu'on va dire cette vie-là? Pour moi, la vie, c'est déjà le rêve. Donc, si tu es dans ce rêve-là, c'est comme un film, la vie que nous vivons, et que tu peux t'élever, aller dans d'autres mondes, d'autres rêves, c'est plus que de la prestidigitation, comme on dit, c'est magique. Ça a un sens, une seconde, tu fais le tour du monde, quoi. Voilà un peu, brièvement ou longuement, comment je suis arrivé à vouloir être écrivain. Et ça, c'est très vite. J'ai eu ce besoin très, très vite. Très vite, je devais avoir, donc en sixième, j'avais 9 ans. J'avais 9 ans en classe de sixième. Oui, 9 ans, 10 ans en classe de sixième. Quand j'ai lu L'enfant et la rivière de Henri Bosco, et je suis tombé amoureux du statut de celui qui crée, de celui qui invente un monde. Donc, pour préciser, en fait, c'est à partir de quel âge vous avez commencé à écrire? À écrire. Ok. Et il y a l'envie d'écrire, mais il y a une chose, j'avais envie d'écrire, mais je n'avais pas la capacité. C'est comme tu veux rentrer dans une maison et tu n'as pas les clés. Et donc, de la sixième, cette envie est là, débordante d'énergie, mais je n'arrivais pas accès, je ne pouvais pas.
Et ce n'est qu'en seconde. En seconde, en troisième, déjà, j'ai essayé, mais ça n'allait pas. C'était pas terrible, ça n'allait pas. Et de la sixième en troisième, j'avais fait le Grand Collège du Plateau. C'est une des meilleures écoles à Lomé à l'époque. Et mon père voulait que j'aille là. On peut dire à l'époque, c'est l'école des riches, hein. Au Togo. Bon, toute proportion gardée à l'époque. Si tu vas dans cette école, c'est que tu fais partie des happy few, comme on dit, les heureux élus, ceux qui. Bon, mon Des père, élites. les élites, oui. Mon père, il n'en faisait pas partie. Mon père est enseignant du coup primaire, il ne faisait pas partie des élites, il ne gagnait pas beaucoup d'argent, mais il a voulu que j'aille dans cette école. Et l'école n'existe plus d'ailleurs aujourd'hui, elle est fermée. Donc, on était avec des enfants de ministres, de députés, machin, de toute la haute classe du pays à l'époque. Mais dans cette école, c'était une très belle école, une école avec le directeur qui s'appelle André Guevidien. Et on faisait des copies, des exercices de copies. Chaque week-end, on avait un devoir de copie. Il fallait comme au cours primaire, quoi. C'est un peu bizarre, mais de la sixième en classe de troisième que j'ai fait là-bas, on faisait des exercices de copie, des devoirs de copie chaque week-end. Les vendredis soirs, on faisait un dictée jusqu'en fin d'année. C'est Sisyphe, quoi. Sur son rocher, il monte, il descend. Mais là aussi, j'ai découvert beaucoup d'auteurs que j'ai regardé. Les copies, tu recopies Baudelaire, tu recopies Verlaine, tel auteur. Et je trouvais chaque fois que je recopiais, j'avais pas d'abord une belle écriture. Donc, il fallait recopier plusieurs fois pour présenter une copie propre. Donc, en recopiant, c'est comme tu rentres dans l'univers de cet auteur-là. Bon, au début, c'est une punition, hein, parce que quand on te punit, on peut te dire copie ça 100 fois. Et tu ne le fais pas avec plaisir. Mais là, à partir d'un moment, j'ai commencé par être au plus près des mots, à les écouter, à les dire. Et finalement, il reste quelque chose. C'est comme tu passes dans la poussière et il t'en reste sur le corps. Ou, voilà, tu en respires. Donc, il est resté des choses. Et tout ça m'aiderait dans la suite. Et quand je suis arrivé en seconde, là, vraiment, j'ai écrit mon premier poème. Je l'ai écrit, j'avais écrit ça à une fille à l'époque, une camarade de classe, et je lui ai écrit un poème. Euh, C'était quand même le texte le plus abouti que j'ai produit à l'époque. J'avais écrit des choses, mais là, il y avait de l'énergie, l'envie de faire plaisir à une camarade. Et je voulais lui dire ce texte-là. Et elle n'a pas voulu l'écouter. Mais je lui dis, mais écoute, tu ne sais pas que tu es en face d'un auteur important qui sera un grand écrivain demain. Bon, je lui ai dit ça Comme comme vous ça. avez regardé dans le futur. Oui, voilà, je lui ai dit ça comme ça, que tu refuses de m'écouter, mais tu ne sais pas que tu as peut-être en face, pas peut-être même certainement en face de toi, un auteur qui sera important demain. Elle me dit, mais laisse-moi tranquille avec tes histoires-là. Elle n'a pas écouté le texte. Bon, après, j'ai envoyé ce texte-là 3 ans plus tard à une revue à Lomé. Il y avait une revue littéraire, c'était la seule à Lomé. Ils ont publié, donc là j'étais en terminale, donc ils ont publié le poème. Le titre c'était Mon jour. À mon cœur, ta beauté inonde, créature au sein pulpeuse. Ta douceur en moi, luisante, me rend lumineux aux yeux du monde. Bon, etc., etc. C'est des parties qui me restent comme ça. Donc voilà un peu comment ça a commencé à partir de ce premier poème, à partir de l'instant où dans cette revue Cité Magazine, mon poème est paru. Je me suis dit que là, il commence quelque chose à cet instant-là. D'accord. Voilà. Et pour parler en fait, donc vous êtes né à Togo. Oui, je suis né au Et pourriez-vous en fait décrire la situation actuelle, en fait, peut-être au niveau de politique, oui. peut-être
au niveau économique, Oui. synthétiser. Et parler aussi des tendances actuelles dans le monde théâtral. Ok. Parce que Bon. chaque année, il y a de la mode. Je fais comme ça, entre guillemets, j'appelle ça la mode. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a des choses qui se développent, il y a d'autres choses qui perdent en fait sa valeur. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ok. Bon, je vais répondre à la question. On peut lire de la politique dans toutes choses. Là, on dit que parler de fleurs ou du beau temps, c'est déjà politique. Parce que si je décide de parler d'une fleur, c'est un choix par rapport à quelque chose. C'est ça aussi la politique, c'est un choix qu'on fait à un moment plutôt qu'un autre ou un troisième. Donc, la littérature à Lomé, au Togo, bon, on n'a pas encore 100 ans de littérature. Et si on veut parler du premier, celui qu'on met au devant, c'est Félix Coutureau. Coutureau, si j'ai une bonne mémoire, c'est 1900. Je ne vais pas m'avancer à dire une date pour ne pas me tromper. 1929, si j'ai bonne mémoire. On va vérifier. Voilà. On va vérifier, je vérifierai, je te dirai. Et donc, on n'a pas 100 ans de littérature, donc c'est encore embryonnaire. Mais on a déjà ce qu'on peut appeler des pionniers dans notre production littéraire. Et il y a déjà 2 générations, si je peux compter cela comme ça, d'auteurs, et une autre génération qui vient, qui est la nôtre. Bon, c'est fait dans des conditions difficiles. Et, par exemple, il n'y a pas de théâtre au Togo, il n'y a pas un seul théâtre. Moi, j'appelle un théâtre un lieu où, quand il pleut, c'est l'exemple que j'aime donner. Quand il pleut, tu es là-bas, tu peux faire ton spectacle. Le public est là, il peut suivre. Il n'y a pas un seul lieu à Lomé, un théâtre. Comme ça, on a des espaces culturels, à ciel ouvert ou avec une scène. Voilà. Donc, encore aujourd'hui, ici, on a ça. C'est pas rien, mais on peut avoir plus. Donc, ça, déjà, si je parle déjà de politique, je n'ai pas besoin de le dire pour que tu comprennes que je parle de politique. Voilà. Et parce que la littérature, c'est aussi de la politique, c'est de l'économie. Donc, ça parle déjà de l'économie. Quand il n'y a pas de lieu pour avoir les conditions de représentation, les rentrées de spectateurs sont aussi dans des conditions qu'on peut imaginer. Les recettes et comment vivre de ça. Déjà, si on prend rien que cet élément, on peut raconter l'histoire économique, sociale, politique. Voilà. Calmement, sans stress. Et comme je ne vais pas préciser, mais dans les plusieurs pays, en fait, la politique va à côté de l'art, toujours. Donc, est-ce qu'il existe une censure à Lomé? Ok. Bon. Censure, je voulais dire, en fait, on parle de liberté d'expression, Oui. liberté de la parole, liberté de penser. Oui. Mais est-ce que les dramaturges à Lomé, ils sont limités à ça? Est-ce que tu fais attention à tout ce que... Moi, en tout cas, je suis libre d'écrire ce que je veux. C'est ce que je me dis dans mon univers. On dit, on se donne la liberté soi-même, ou bien on s'enferme soi-même d'abord. La première censure dans le monde, c'est l'individu lui-même qui se censure d'abord. Parce que ça commence sur soi. Je me censure avant de ressentir une censure qui vient de loin. Mais moi, je suis un auteur qui est libre. Ma liberté, c'est ça, avec ça que j'écris. Donc, le jour où je ne serai pas libre, ce n'est pas la peine d'écrire. Parce que écrire, c'est un acte de liberté. C'est comme tu respires. Donc, si tu ne respires plus, tu n'es plus vivante. Même si on te met sur respiration artificielle, tu n'es pas là. Et donc, par rapport à la censure,
Moi, je suis libre, même si personne n'est libre. Personne. Ça, c'est la réalité. Partout, personne n'est libre. Mais la vie, c'est ça aussi. Mais il faut vivre. Dans ça, il ne faut pas se laisser. Et les sujets que moi j'aborde, je les aborde librement. En tout cas, jusqu'à là, et ça va être comme ça. Quelqu'un ne me dit pas, écris ça ou fais ceci. Si tu veux, tu l'écris toi-même. Puisque c'est un acte de liberté. Voilà. Donc, maintenant. Où est-ce que tu te sens plus libre en fait de produire tes œuvres à Lomé ou par exemple ici. Oui, ou ici. C'est complémentaire parce qu'il y a une chose. Un écrivain, il a besoin d'un cadre. Et quand tu entres là-bas, c'est comme tu entres dans un temple et que là-bas, tu as tout ce qu'il faut pour écrire. Et la chaîne du livre, puisque on est dans le livre, il va sortir un livre de ça à la fin. Les résidences d'écriture sont des moments clés. Bon, au Togo, j'écris à la maison chez moi. Et donc, chaque jour, j'écris. Mais c'est pas toujours facile. Avec les conditions matérielles que nous avons, il ne faut pas s'en cacher. Hein. On dit que l'homme se connaît misérable, mais l'arbre ne se connaît pas misérable. Mais l'humain, l'homme, sait qu'il est comme ceci. Mais si tu es d'une façon, si tu le reconnais, c'est que c'est l'humain, ça. Donc les conditions dans lesquelles on travaille, c'est pas ça. Parce que quand tu fais un travail et ça ne peut pas te nourrir, déjà, ce n'est pas un travail. On peut dire que c'est un passe-temps. Mais même passe-temps, ça coûte cher. Hein. Parce que si j'aime voyager, c'est mon passe-temps. Je dois payer un billet d'avion et tout cela. Donc, qui fait que les conditions de travail, c'est pas facile. En tout cas, s'il y a des auteurs qui ont des conditions qui nous le disent. Et pour moi, c'est pas facile d'écrire au Togo. Mais j'écris quand même. C'est d'ailleurs dans cette difficulté, c'est là-bas que tout se passe pour moi, sur Terre. Et c'est là-bas ma maison, c'est là-bas ma case, comme on dit. Et donc, je ne peux pas, même si j'écris ici, je suis toujours là-bas. Voilà. Mais quand je viens en résidence en France, je suis venu en résidence très souvent en France. C'est des moments aussi d'ouverture sur le monde, de rencontres. Tu vas rencontrer d'autres praticiens, tu vas échanger avec eux, comment vous travaillez chez vous, dans quelles conditions, et tu vois que ceux-ci travaillent dans telles conditions et ceux-là dans telle autre, et qui te fait faire un peu la synthèse, voir que dans le monde il y a tous les goûts, il y a toutes les conditions de création, et que ça fait partie du processus, quoi. Voilà. Et quand je viens à l'extérieur pour écrire, il y a des possibilités de rencontres d'éditeurs, d'autres auteurs, de partenariats. Par exemple, la collection que nous avons créée chez les éditions Aoudi au Togo, les auteurs qui ont publié dedans, étrangers. Peut-être on peut oui. La collection que nous avons créée, la collection Escale, par exemple, là, c'est le premier livre de la collection. On va montrer. Voilà, qui s'appelle Balade théâtrale. Et dans cette balade, il y a plusieurs auteurs. Je commencerai par les auteurs du Togo. Il y a Jean Kantiébé, il y a Mao Tingayama qui n'est plus avec nous. Il y a Joël Ajavon, il y a Félicien Béguénou, il y a Antoine Dufeu qui est un auteur français. Il y a moi, Kokoui Difa Galé, dans cette collection. Donc les rencontres, Antoine Dufeu, donc ça c'est un auteur d'ailleurs. Et comment on peut le rencontrer? Si peut-être c'est peut-être par Facebook, mais c'est pas le meilleur endroit aussi. Mais si tu as un contact, j'arrive ici et je le rencontre, on discute, je dis mais je parle de notre collection. Si ça te dit, on peut faire une collaboration. Il a peut-être lu quelque chose de nous. Ça, il voit que, parce qu'on ne se met pas avec n'importe qui.
Quand tu écris, tu ne vas pas vouloir être avec quelqu'un qui n'a pas un travail qui t'intéresse, qui ne t'intéresse pas plutôt à dire. Et tu vas être plutôt avec des gens avec qui tu sens que tu peux être. Donc ces auteurs étrangers et nationaux qui sont même ici, par exemple, on a comme auteur étranger ou étrangère, c'est une femme. Il y a Anne Tismer, une Allemande, avec qui elle a vécu longtemps au Togo aussi, et qui est avec nous. Donc les résidences à l'extérieur permettent cela aussi, des rencontres, des échanges, parce qu'on ne peut pas vivre que chez soi, le monde est vaste. Et un auteur a besoin de souffler. Donc moi, quand je viens là en résidence en France, il y a beaucoup de choses qui se passent. Quand je vais au Cameroun, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et le monde, celui que nous voulons, doit être un monde où il y a la pensée circule. Parce que quand la pensée stagne quelque part, ça s'appauvrit. La pensée doit, c'est comme un flûte qui doit circuler, aller se transformer en ceci, revenir. C'est comme le cycle de l'eau. Ça va s'évaporer, ça va devenir glace, ça va se dissoudre, ça va s'échauffer, etc. Donc, voilà un peu ce que je peux te dire par rapport à ta question. Alors, mais par rapport à tendance actuelle, tendance actuelle dans le théâtre, parce qu'il faut préciser, les pièces que tu écris, ce sont des pièces qu'on peut jouer évidemment au théâtre, ce sont des pièces théâtrales. Oui, yes, oui. Donc, pourrais-tu raconter, c'est quoi l'art théâtral? Par exemple, imaginons, moi, je ne sais pas du tout ce qui se passe, par exemple, à Lomé, à Togo. Okay. Est-ce que tu pourrais m'expliquer, en fait, comme tu sais, il existe des cahiers pour les nuls. Comment se passe le théâtre au Togo? Comment ça se passe? Ok. Bon, au fait, si je veux parler du théâtre au Togo, je vais commencer par parler du concert party. Le concert party, c'est un genre théâtral qui est... Azé. Voilà, Azé Kokovivina, Kokovivina. Azé Kokovivina et Kokovito sont les principaux acteurs au Togo. Mais ça a commencé au Bénin. Au Bénin, que je dis au Ghana, voilà, exactement. Ça a commencé au Ghana et c'est venu au Togo. Et donc c'est un genre qui est fait d'improvisation, il n'y a pas de texte, il n'y a pas d'auteur, donc pas d'écriture. Voilà, on est là, on improvise. On sait que le sujet c'est une femme, un homme qui est revenu de France, par exemple, et arrivé, il se passe quelque chose à Lomé, une histoire, quoi, il a pris deux femmes, ou bien il en a pris une seule, ou bien il veut faire quelque chose. Voilà. Il y a un aspect politique aussi dans ce genre-là. Donc c'est le début, donc ils mettent du blackface pour représenter, pour parler des choses politiques, coloniales, et tout ça, et sans pouvoir le dire. Déjà, d'exprimer, c'est là représenter, c'est dire cela 1000 fois. Et là, on revient à la question de la censure ou de l'autocensure, de comment on veut faire passer les choses dans le non-dit, sans le dire, mais l'exprimer de façon claire et voilà, j'ai voulu. Donc, il y a eu ça. Est-ce que c'est un événement qui se passe souvent, on peut dire il y a eu une époque où c'était vraiment c'était foisonnant. Il y avait souvent cela, tu les vois passer avec leurs véhicules, avec les acteurs qui sont maquillés, qui mettent des choses. Ça me rappelle le Festival d'Avignon en 2017 que j'ai participé. On a fait le promo aussi dans la voiture, on criait. Donc c'est à peu près. C'est ça, ils vont marcher, vous dire le soir là au bar et ceci, vous allez voir un spectacle. C'est l'histoire d'un homme qui a trompé sa femme, c'est l'histoire d'un homme qui est devenu riche après avoir fait le tour du monde, etc. Et les gens viennent voir, et ça commence très tard. Donc c'est un peu ça le début, en tout cas du théâtre, même si moi personnellement,
Et je prends, même les funérailles, c'est du théâtre, parce que c'est une représentation de l'homme. Il y a beaucoup, voilà quoi, donc voilà. Et maintenant, après ce théâtre, le concept parti qui se dissipe un peu, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus Yazé qui prend la suite, mais le genre s'essouffle un peu. Tu ne vas pas voir, on joue souvent, ça tend même à vouloir disparaître, parce que, je ne sais pas, peut-être les chercheurs doivent creuser pour nous dire concrètement ce qu'on peut trouver là-bas. Maintenant, il y a le théâtre qu'on appelle généralement le théâtre contemporain, avec des auteurs qui écrivent un texte et avec un metteur en scène qui est là avec des comédiens. Et bon, il n'y avait pas d'école de théâtre à l'époque, genre une école que tu fais avec un diplôme, comme on est médecin ou mécanicien, et ça n'existe pas. On jouait au théâtre, on jouait, on devenait acteur en jouant. Voilà, c'est la formule. Donc en Afrique, ça veut dire que, enfin, à l'époque, je pouvais me réveiller et me dire, là, aujourd'hui, je suis comédien. Je n'ai pas de diplôme, j'ai rien, mais Non, c'est pas ça. Comment ça se passe? Parce que, bon, si je prends là, je vais prendre l'exemple du Togo. Parce que dans d'autres pays, il y avait déjà des écoles de théâtre. J'étais allé au Mali en 2004. On a travaillé avec des étudiants de l'école de théâtre, il y avait des metteurs en scène et tout ça à l'époque, en 2004. Donc, mais au Togo, tu veux être comédien à l'époque, où il y a encore pas longtemps, tu viens, et tu rentres dans une troupe, on les appelait les troupes de théâtre, et donc on joue, tu vois comment on fait, et toi aussi un jour on dit on monte, et dis-nous, fais-nous, tu apprends le texte, c'est comme ça, tu apprends en faisant. Et donc c'est un peu comme ça que ça se faisait, et jusqu'à récemment, parce qu'il y a eu entre-temps une école de théâtre, et studio d'art de Lomé, l'école studio d'art de Lomé, voilà, une école qui est créée par Rodrigue Normand, qui est auteur, comédien, metteur en scène aussi, donc qui a fait 2 promotions. Donc on peut dire que les auteurs, les comédiens qui jouent à Lomé aujourd'hui sont issus de cette école. Donc il a fait 2 promotions, mais il n'a pas, bon, c'est lourd, parce qu'un individu ne peut pas porter ce qu'une institution, ce qu'un État peut porter. Il n'a pas, à moins d'être je ne sais pas qui. Et donc, à un moment, on s'essouffle. Ou bien, on se ruine parce qu'on a sa famille, on a des charges. Avant de mettre ça, l'argent sur la table pour faire cela, à un moment, on comprend que, bon, le monde ne s'est pas fait en un seul jour. J'ai fait peut-être une part et on verra comment la suite se fait. Donc, qui fait que on ne se lève pas aussi comme ça, mais c'est pas tout le monde qui réussit. C'est ça aussi. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on ne se lève pas comme ça. Il y a beaucoup, il faut avoir le talent. Avant qu'on te mette là-bas, tu essaies avant de devenir comédien ou comédienne. Donc, mais généralement, on a de bons acteurs. J'ai remarqué ça, qu'on a des comédiens et des comédiennes très intéressantes au théâtre. Maintenant, il n'y a pas, comme j'ai dit, il n'y a pas de lieu théâtre. Un lieu où on peut jouer réellement. Il y a des espaces culturels avec un plateau. Avec un plateau. Et tu fais ta création et le jour où tu vas jouer, il y a une grosse pluie. Il faut savoir que moi j'ai assisté déjà à des représentations où, heureusement, la dernière fois qu'on a vécu ça, c'est vers la fin, qu'il y a une pluie qui a commencé et tu vas voir le public qui se met un peu sous les murs là pour se mettre un peu à l'abri. C'est pas aisé. Et tu vois l'acteur, quand tout le monde quitte la salle, et tu es troublé, tu imagines quoi. C'est le monde qui s'effondre, voilà. Donc c'est un peu ça le théâtre. Mais sinon, le public, est-ce que
Le théâtre, enfin, le spectacle, c'est vraiment un événement attendu par le public. Ou comment ça se passe? Oui, peut-être que je parle de l'intérieur parce qu'il y a une chose, d'où tu parles, c'est important. Mhm. Euh, de là où moi je parle, le théâtre, c'est important et les gens sont intéressés, les gens viennent. Mhm. Les gens viennent. Récemment, on avait écrit une pièce qui a pour titre One Coup for Kaiser, qui parle de la colonisation allemande au Togo. Donc, on a écrit une pièce pour cette époque-là. On a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de productions qui travaillent sur cette période-là. Et quand on a écrit cette pièce, ça a été joué. Et c'est une pièce qui se joue dans l'espace public. Le Kaiser va arriver, donc on met les rails pour que ça soit prêt. Alors, il doit prendre le train avant de venir, donc c'est l'occasion de tout ce que ça peut donner comme travaux forcés et tout ce qu'il y a, que ça peut faire, produire. Et donc, ils ont joué ça au marché à Cassimé et dans les lieux publics à Lomé. Ça a fait une petite tournée à l'intérieur du pays. C'est un projet qui était mené par le théâtre de Constance. C'est important de préciser comment ce projet-là a vu le jour. Le théâtre de Constance, la compagnie Luxor de Alpha Ramsès, il y a Escale des Écritures, donc, qui a fourni les auteurs qui ont écrit le texte. Et donc, ça, il y a foule. J'ai des photos de spectacles et tu vas voir les gens qui viennent et les commentaires, quand on joue ce que les gens disent, se disent, mais tu comprends que les gens ne sont pas désintéressés, ils ne se désintéressent pas de la chose. Voilà. Mais on n'a pas souvent l'occasion de jouer là, devant un public parce que quand tu mobilises les acteurs pour jouer, ils ne vont pas jouer, tu vas leur dire merci, merci, c'était bien, rentrez chez vous, on va jouer demain au Châtelet, voilà, et ils vont arriver encore. Donc, c'est ça le problème. Donc, mais cette pièce qui a été représentée, c'est ça s'est très bien passé, les gens ont aimé, parce qu'ils se sont retrouvés. C'est des histoires qu'ils ont vécues, qu'ils vivent encore aujourd'hui. Donc, voilà un peu le théâtre. C'est les auteurs comme les comédiens, ils ne vivent pas de ce travail-là. Tu dois avoir une roue, je ne vais pas dire une roue de secours, mais tu dois avoir plutôt une vraie roue. Là, ça peut être comme une chose amateur, en fait. Donc, une Oui, chose à côté, oui, comme juste activité. oui. C'est la vraie activité si tu veux. Mais on ne gagne pas avec ça. Ah oui, non, on ne gagne pas avec le théâtre. Non, un acteur au Togo, il joue combien de fois dans l'année? Si on se pose cette question simple et on évalue, on prend un échantillon de 20, de 30 acteurs, on va voir que dans l'année, ils ne jouent pas 10 fois. Ils me contrediront peut-être, mais ils ne jouent pas 10 fois. Parce que, il y a combien d'espace tu joues où? Tu joues au Goethe, à l'Institut français, tu joues à l'espace Aréma, l'espace Fil Bleu, Gabité, et il n'y a pas beaucoup d'espace. Voilà, donc c'est le théâtre qui vote. Mais il y a une chose, bon, le théâtre, on a toujours dit ou bien déclaré sa fin. Bon, elle vivote comme les hommes. Il vivote le théâtre, il vivote comme les hommes. Il survit. Voilà un peu. Donc c'est pas aisé. Et en fait, par rapport au public, donc j'imagine, je suppose que c'est un événement gratuit pour le public. Quand on joue, ça dépend. Quand on joue dans l'espace public, dans un marché, généralement, souvent, c'est gratuit. Tu viens voir, tu passes, tu vends ta tomate, tu passes par là, tu t'arrêtes, tu regardes un peu jusqu'à la fin ou un moment, voilà, comme tu veux. Maintenant, quand on joue dans les espaces culturels, genre par exemple Fil Bleu,
il y a des spectacles gratuits qu'on fait là aussi, mais il y a des spectacles qu'on fait qui sont payants. Voilà. Donc il y a ces deux formules de spectacle. Mais ce qu'il y a, c'est que tu ne crées pas une pièce et tu joues 50 fois et tu joues 20 fois. Il faut voir dans le livre des records. À Lomé pour voir ils ont joué combien de fois. Et voilà. Donc, pour parler en fait, donc vous êtes également animateur culturel. Donc, vous travaillez avec les enfants dans les bibliothèques, dans les milieux scolaires. Donc, vous produisez peut-être des petits spectacles pour les enfants. Donc, pourriez-vous en fait raconter comment ça se passe ces rencontres, comment vous créez le lien avec les enfants et comment ce lien se marche de deux côtés? Qu'est-ce que les rencontres avec les enfants vous donnent aussi? Okay. Au fait, à la base, je faisais partie d'une association d'auteurs qui s'appelle ATEL, Association togolaise des auteurs et des illustrateurs de livres pour enfants, depuis 2002. Donc, j'étais dans cette association-là. Bon, je suis devenu son président, le dernier président de l'association, si on veut dire, à ce jour. On n'a jamais refait le bureau. Quand j'invite les amis pour qu'on refasse, pour que je me décharge, on me dit non, parce que bon, tout le monde est parti un peu dans tous les sens. Les gens ont embrassé d'autres choses. Donc, bon, donc dans le cadre de cette association-là, à tel, on a fait des formations, donc c'est à l'endroit des enfants. Comment faire une animation avec les enfants, comment les intéresser. Et avec cette formation, on a pu aller au contact des enfants dans les écoles. Et quand on arrive, c'est pour échanger avec eux, pour dire par exemple un conte aux enfants. Mais on le dit de façon qu'ils participent. C'est comme du théâtre. Genre, le conte entre le Adadi et Ghana. Adadi c'est le chat, Ghana c'est l'hyène. Et dans ce conte, il y avait une famine et Ghana propose à Adadi qu'ils vont préparer. Donc, comme leurs enfants mouraient, ils vont, quand un enfant meurt, ils font un repas avec cet enfant-là. Comme il ne peut pas manger son enfant, il l'envoie à l'autre. Et ainsi de suite. C'est quand même cruel, mais c'est le conte. Et dans ce conte, Adadi ne mangeait pas les morceaux de viande que Ghana lui donnait. Il les enlevait, mettait de côté et donnait juste le jus, quand même qui est la partie la plus riche, parce qu'il y a tous les éléments nutritifs qui descendent dans le jus et que les enfants boivent. Ils réchauffent cette viande avec d'autres épices pour changer le goût. Il l'envoie à Ghana, qui toute la famille, durant la famine, a mangé ses pauvres enfants. Quand il n'y en avait plus, donc le deal ne tenait plus. Donc dans cette pièce, par exemple, pour Ghana qui veut se venger, va voir le forgeron pour qu'il lui forge là-bas parce qu'Adadi a une voix fine. Adadi s'est échappé pour se mettre sur un arbre et avec ses enfants. Donc quand il veut descendre, il a une chanson. Et ce conte, les enfants l'adorent. Il a une chanson qu'il chante et quand les enfants entendent sa voix, quand il revient, il descend la corde et Adadi monte. Maintenant, Ghana les a espionnés, a su que finalement ils sont ici. Donc Ghana veut monter pour aller manger les enfants d'Adadi. Au pied de l'arbre, Ghana veut chanter. En fait, la chanson, c'est quoi? Que je me rappelle. Vivre en haut de cet arbre est le fruit à payer pour avoir mangé les enfants de Ghana. C'est la mère d'Adadi, la mère qui chante cela. Et donc, Ghana chante. Donc il dit, mais Adadi a une voix fine.
Ghana a une voix très rock. Donc, Adadi, elle chante comme ça. Vivre en haut de cet arbre est le prix à payer. Bon, voilà un peu. Et si j'avais la chanson encore, j'aurais fait. Mais en original, c'est comment la chanson? Tac, tac, tac. Voilà, c'est le bon. Voilà, Galilee Ghana. Voilà, c'est le conte. Donc, voilà, la chanson, c'est ça. Et Vignewe Mitokara, c'est là. Et oui, Et Vignewe Mitokara. Donc, et Vignewe. Comme ça, Donc, comme Adadi a une voix fine, donc, et Vignewe Mitokara. Ghana miwe mino, mutiti miai. Ghana miwe mino, mutiti miai. Donc ça dit, mes enfants, faites descendre la corde. Vivre en haut de ce capoquet est le prix à payer pour avoir mangé les enfants de Ghana. Donc Ghana, qui veut chanter Vignewe Mitokara. En même temps, les enfants font tomber une casserole sur sa tête et s'enfuient. Donc, par exemple, ce conte que je ne te dirai pas jusqu'à la fin. Et... je vais le retrouver chez moi. Ok. Donc, ce conte, et quand on le dit, c'est de façon un peu interactive avec les enfants. Donc, pour résoudre son problème, Ghana, il va chez le forgeron, parce que le conte dit qu'à l'époque, les voix sont forgées par le forgeron, vraiment à la forge. Et donc, le forgeron forge la voix et dit, tu auras la voix d'aller. Donc, il chante que je vois, il chante jusqu'à ce que la voix soit la bonne note. Et tu garderas cette voix tant que tu ne mangeras pas un charognard, un animal mort, un charognard mort ou bien un animal mort sur une charogne, si tu veux. Voilà, une charogne. Mais Ghana, l'hyène qui ne mange que, il est friand de tout ce qui pue, qui est pourri, qui est mort. En chemin, malheureusement, tombe sur des animaux, puisque c'est la famille qui sont décédés. Et il a faim, c'est son problème. Donc, il a la solution. Ce n'est pas forcément une vengeance qui est. Donc, il mange ça, il vient, et puis, il doit retourner chez le forgeron jusqu'à ce que le forgeron lui dise non, c'est la dernière fois que je te reçois un arbre pour te dire ce qu'on dit. Voilà, voilà. Si tu ne fais pas comme il faut, ne reviens pas parce que j'ai ma réputation à préserver, je fais du bon travail. Et donc cette fois, il est parti et il a chanté juste. Et ouais, Minokara. On descend la corde, il monte, les enfants sont en face du Ghana. Donc là, dans ces écoles, je dis le conte pour planter vraiment le décor, dans ces écoles, pour forger la voix par exemple, c'est un enfant qui joue ce rôle. D'accord. Et donc, quand il me forge la voix, je dis, mais non, que je vais chanter. Oui, non, c'est pas bon. Reforge donc. Oui, il reste encore un peu. Donc, ça fait que il participe au conte, il participe et tout. Ah non, il faut que tu m'apprennes maintenant. Comment il faut faire un... Ghana viwe minou. Ghana viwe midou. Voilà, un peu. Voilà. Ah, j'imagine que les enfants ils sont super contents de participer et ça crée vraiment le lien. Mais qu'est-ce qu'ils te disent les enfants après en fait? Non mais j'imagine qu'ils ont waouh. Après ce conte c'est bizarre, mais quand tu le dis, après les enfants je me rappelle qu'ils sont tellement contents, ils te font des dessins, ils te font des c'est-à-dire, bon, j'ai de très bons souvenirs dans une école, même ici, là, en France, quand j'étais en résidence, donc je fais des interventions dans des écoles, des animations, des ateliers d'écriture. Ils m'ont fait plein de dessins, ils m'ont écrit des mots gentils, et tu es vraiment, et le conte m'a plu, tu es très gentil, et voilà le dessin de Ghana, c'est le dessin d'Adadi, ou bien ils reproduisent tout le conte dans un dessin qu'ils m'offrent. Donc, tu vois la générosité des enfants, et comment ils
Et puis, c'est passionnant. Donc, voilà un peu comment on fait donc, des rencontres avec les enfants dans des établissements, dans des centres culturels, on fait des ateliers aussi d'écriture. On peut prendre le sujet par exemple. En fait, voilà, excuse-moi, par rapport à l'atelier de l'écriture, est-ce que c'est toi qui donne le sujet déjà posé, bien strict, ou ce sont des enfants qui choisissent? Si ce sont des enfants qui choisissent, en fait, on peut dire le sujet libre. De quoi ils parlent? Bon. Peut-être il y a des problèmes qu'ils évoquent, peut-être il y a des choses qui les inquiètent, Oui. peut-être le monde qui est pas toujours gentil et bienveillant. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Bon, pour ces ateliers, par exemple, je peux proposer un sujet comme le souvenir. Donc, on va écrire, chacun, il est libre d'écrire un souvenir, quelque chose qu'il veut écrire. Donc, c'est peut-être un peu contraignant que c'est un souvenir, mais on en a tellement de souvenirs que tu as la possibilité de sélectionner, de choisir un souvenir et que tu écris. Et pendant cet exercice-là, il s'est passé des fois des choses fabuleuses qui nous ont touchés jusqu'aux larmes. Je me rappelle, on était dans une école, c'est ici, ici en France. Il y a une élève qui a écrit, qui était à Nice durant les attentats de Nice et qui a écrit l'histoire, ce qu'elle a vécu là-bas. Et quand elle a lu ça, même l'enseignant, même moi, on n'a pas pu se contenir parce que elle était en larmes, elle pleurait, mais c'est une forme de catharsis aussi. Donc, ce que l'écriture peut provoquer. Et il y a des histoires fabuleuses aussi qui sont racontées. Et tu découvres aussi des talents d'auteurs, d'autrices, de jeunes personnes qui écrivent déjà mieux que moi, il faut le dire, quoi. Qui écrivent, tu es fasciné, mais écoute, tu es à ton âge, moi je ne lisais pas encore, hein. À ton âge, je n'avais pas encore des livres à ma disposition pour lire et tout ça, mais à ton âge, tu écris ça, c'est magnifique. Tu as beaucoup de qualités, de compétences pour devenir auteur, autrice, et on leur dit que c'est certain que tu dois beaucoup lire pour écrire ça, parce que le livre naît de ce que tu lis. On écrit parce qu'on lit. Si tu ne lis pas, tu ne peux jamais écrire. C'est la base. Donc voilà un peu les ateliers donc, de contes que les enfants disent. Donc les enfants aussi nous disent des contes. Et qui fait que souvent il y a des contes que tu as oubliés et que c'est un enfant qui te raconte ce conte-là. Ou bien il y a un bout que tu ne maîtrises plus, une chanson comme celle que j'ai chantée, que je n'ai plus, parce que la mémoire, ce n'est pas la chose la plus certaine que nous ayons, quoi. Et ce qui est écrit est fixé, et ça peut traverser le temps, mais la mémoire chancelle avec la vie, avec l'âge, avec le temps. Et donc, pendant ces rencontres, c'est vraiment donnant-donnant. Parce que, d'abord, ces enfants, c'est le public de demain, c'est nos lecteurs, c'est les gens qui vont diriger le monde, où ils sont, en tout cas. Et donc, si on leur parle de culture, de l'imaginaire, on les emmène dans ce monde-là, je pense que on sait de nous-mêmes, on les aide aussi, on apporte quelque chose, ils auront quelque chose, parce que c'est avec l'imagination qu'on construit l'avenir. Si tu n'as pas d'imagination, tu feras la même chose toute ta vie, parce qu'il faut se renouveler, l'homme doit se renouveler. Et donc ces contes, ces ateliers participent de beaucoup à l'univers de ces enfants. Quand ils rentrent à la maison, ils demandent à leurs parents de leur dire des contes. Par exemple, Alumé, c'est des contes. Moi, quand j'étais petit, c'est chaque soir. Mais moi-même, je ne peux pas dire ces contes, je n'ai pas le temps. Et donc, les parents n'ont pas le temps pour dire des contes aux enfants. Donc, là, après une séance, on leur dit à la maison, demandez à votre père de vous dire un conte
qui oblige un peu les parents à avoir un temps avec les enfants aussi. Donc ça va très loin. Parce que ton père est occupé tout le temps, mais tu lui réclames ce compte. Si c'est ta mère qui peut dire ou bien c'est lui, il va se rendre compte qu'il n'en connaît pas. Donc peut-être qu'il peut acheter un livre s'il veut vraiment aider son enfant. Et qui fait qu'il y a des comptes qui reviennent comme ça, etc. Et ça change la vie de ses élèves, quoi. Et dans des écoles où on disait les comptes, on faisait les ateliers d'écriture, on échangeait, on a remarqué aussi que le niveau, l'éveil des enfants est différent, a changé. Dans des classes où les enfants ont des problèmes euh, au niveau scolaire, ce que je dis là, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est au conseil de profs que les enseignants de ces élèves, de cette classe, ont remarqué qu'il s'est passé quelque chose. Nous, dans le travail que nous faisons, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que, bon, d'ailleurs, nous, les interventions qu'on fait, on fait ça en mina, la langue locale. On n'intervient pas en français, on fait ça en mina. Ça choque les enfants, d'abord, parce que dans certaines écoles, il est interdit de parler mina. Donc, nous, quand on arrive, on dit au directeur que, monsieur, le travail que nous faisons, c'est complexe et on va arriver au français dans ce qu'on fait de la façon la plus dure. Mais c'est en jouant que nous faisons ça. Et si on contrarie l'enfant au départ, il est calé. Et donc, quand on dit, il est bloqué, je veux dire. Donc, quand on dit le compte en mineur, on peut demander à l'enfant comment on dit ce mot en français. Et tu ne vas pas me croire, mais tu te demandes comment on dit ça en français, ils ne pourront pas te dire. Et ça, c'est la grosse surprise que nous avons, que ce mot en français, parce que là, on est dans la traduction, quelque chose qui se rapporte plus aussi à ton travail. Donc, imaginez un individu qui parle le français, c'est bien, parle l'anglais, c'est bien, mais sa langue, il ne peut pas faire la correspondance entre sa langue et une autre langue. Ça veut dire qu'il est coupé. Comme je vais aller quelque part, je dois passer par Châtelet obligatoirement pour faire une correspondance. Et je n'arrive pas, je ne peux pas passer, je ne peux pas, je suis bloqué. Et donc, c'est un travail que nous faisons avec eux, donc, qui fait qu'avec le temps, ça évolue, ils commencent par se connecter et à faire fonctionner autrement la substance grise pour arriver. Au début, même certains sortaient de la classe, hein, puisqu'on dit, on dit, notre heure, c'est au fait une heure de loisir. Et celui qui ne veut pas suivre, il peut partir. On commence comme ça. Et quand on a parlé avec le directeur et que personne ne sera puni, ce n'est pas un piège, non. On a dit, on intervient sous ces conditions-là. Si quelqu'un n'est pas intéressé, il sort. Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait quelqu'un qui perturbe, qui fasse. Voilà. Et que c'est ça que nous ne voulons pas. Mais si tu es là, c'est que ça t'intéresse. Mais que ça ne t'intéresse pas, souvent c'est la dernière heure. Donc, tu peux rentrer à la maison pour faire une bonne sieste. Au début, il y en a qui partaient. Mais on sait que ça ne va pas durer comme ça. Ce qu'on faisait avec ceux qui sont là, quand ils revenaient. Et il y a des fois où, pour tester ici ce qu'on fait les intéresse, il y a des fois où on n'est pas là aussi. Puisque quand tu peux sortir comme tu veux, je peux ne pas venir aussi. Et la liberté est dans les deux sens. Je peux ne pas venir aussi. Et tu imagines qu'ils nous entendent, ils nous attendent jusqu'à la fin de l'heure. On passe 2 heures, ils nous attendent. Qu'on viendra, ça veut dire qu'à partir d'un moment, on atteint la vitesse de croisière avec ses enfants, avec ses élèves, qui aiment vraiment ce qu'on partage, à un point que rater cette séance, à cause de cette séance, les gens sont en classe, les gens viennent. Ce que je te dis là, c'est pas... ça s'est passé au Petit Prince, il y a une école là, qui s'appelle le Petit Prince, il y a l'autre où on intervient, c'est l'espérance absolue. Il y a eu ça là-bas. Des enfants ne voulaient pas quitter l'école à cause de ça, à cause des
de ce que nous faisons là-bas avec à cause de l'animation qu'on fait dans ces établissements-là. Et les parents ont déménagé du quartier. Elle a pleuré pour qu'on la garde là. Elle est restée, elle n'a jamais quitté l'école. C'est elle qui nous l'a, c'est elle-même qui nous dit ça, hein, que j'ai pleuré 3 jours à cause de vous, quoi. Parce que je ne veux pas quitter le secours. Même le directeur, au début, bon, il nous laissait faire pour voir ce que ça donne, mais après, il a compris que ça avait de l'impact. On faisait du théâtre, on montait des pièces en classe comme ça, donc vous avez 2 heures, etc. On faisait beaucoup de choses. Et tout en s'amusant, sans pression, il n'y a pas de notes en fin d'année, il n'y a rien. Tu vois, donc les enseignants, un enfant qui est timide, qui ne peut pas parler en classe, on fait ses comptes. À un moment, il va rire, parce que c'est amusant, c'est drôle. Et il y a une certaine confiance qui vient entre lui et nous, qui faisait que il peut lever la main pour répondre à une question sans s'en rendre compte même, parce qu'il est dans un élément, dans son élément. Il se retrouve à un lieu où il n'est plus contraint, il n'a plus peur, il n'y a pas de notes, il n'y a aucune perte, on s'amuse. Donc, il fait que c'est vraiment, nous-mêmes, c'est une expérience qui nous a vraiment touché. Les enseignants l'ont dit au conseil. Donc, les 2 salles là, les élèves étaient différents. En fin d'année, c'est des gens mûrs, tout à fait. Ceux qui étaient turbulents, agités, tu comprends qu'ils deviennent quelque chose d'autre, quoi. Donc, la culture qu'on apporte là, les choses culturelles, les échanges, ça les nourrit, ça les amuse, ça les construit, voilà. Et même des parents sont venus parce qu'eux-mêmes ils ont vu le changement de leur enfant et tout, nous féliciter. Et bon, je travaille avec un ami, moi j'aime bien restituer les choses dans leur réalité concrète. S'il y a un succès, partager ça avec ceux avec qui on a travaillé. S'il y a un échec, on assume ensemble. Avec Folika, c'est un écrivain togolais aussi. Et c'est lui qui me raconte, il me dit, il circulait, il était en circulation, et une voiture qui s'arrête, il voit une grande dame avec son homme, la dame court, vient l'embrasser, et bon, le prendre comme ça, et avec eux, et tu ne me reconnais plus, bon, c'est une grande dame devant lui, et il est confus, il ne sait pas quoi dire, il dit non, mais que j'ai la mémoire qui chancelle et tout ça. Il dit que ben, tu nous as pris dans cette école, en cette année, et il lui présente son mari, que si ils nous ont vraiment aidé à faire ceci, théâtre, ceci, et ça a joué dans ma vie, etc. Donc, c'est comme ça que certains sont devenus médecins, d'autres corps, etc. Pour dire que les ateliers qu'on faisait, c'est pour nous-mêmes, on savait que ces enfants-là, ils avaient besoin comme nous-mêmes, comme moi, j'ai eu besoin du conte de ma grand-mère, les soirs, qui m'a rendu sage, qui m'a dégourdi, qui m'a rendu, voilà. Voilà un peu les expériences avec les animations qu'on faisait. C'est vrai que c'est compliqué, l'aspect organisationnel de ce que je dis là, parce que c'est par passion qu'on allait faire ça. Il n'y a pas une rémunération sur ça. À un moment, dans les 2 écoles, le directeur nous donnait un petit forfait genre pour le déplacement, pour pouvoir arriver. Bon, nous, c'est pas pour ça qu'on venait, puisque je faisais ça, mais je venais en résidence ici, donc j'avais aussi mes affaires, les choses, les petites choses que... Mais peut-être tu te sentais quelque chose que tu étais... Comment en fait, à partir de ton enfance, quand ta grand-mère elle te lisait, etc., peut-être tes souvenirs te viennent et tu te dis que toi aussi maintenant, en tant qu'écrivain, tu es obligé en fait, en quelque sorte, de transmettre. Qu'est-ce qu'on pouvait en fait, par exemple, améliorer
dans les conditions de travail en fait. Ici, et bon, on avait déjà parlé de théâtre, mais en fait, aussi, deuxième question, tout de suite. Si on a besoin d'avoir le théâtre, en fait, c'est à Lomé, c'est ça? À Lomé. Oui, à Lomé. Pourquoi on construit pas le théâtre? Ça, c'est une bonne Non, question. mais je comprends que ce sont des questions de financement, je comprends ça parfaitement. Mais si les gens ont besoin, si les gens viennent, si les enfants ont besoin de théâtre, ça va créer aussi des places de travail quand même. Absolument. Pourquoi? Bon, je ne saurais répondre à cette question. Tu sais, vous savez, peut-être que de la façon dont moi je vois, ou certaines personnes voient la chose, comme on dit, d'autres ne voient pas ça de la même façon. Ça dépend de quelle fenêtre, par quelle fenêtre tu vois. Cette caméra que nous avons en face de nous, on peut l'observer avec tellement de positions de la fenêtre, de là, on ne voit pas la même chose. Absolument. Donc, répondre à cette question est complexe, mais ce que je peux dire, c'est ça. Ça dépend de comment tu perçois la chose de là où tu es, ce que tu vois. Par exemple, si on a parlé des ateliers d'écriture, ce que je vois de là où je suis, c'est pas la même chose qu'une autre personne peut voir. Voilà. Mais il y a quand même quelque chose qui est réel que peut-être ni moi ni l'autre ne voit. Chacun a sa réalité ou bien a sa vérité. Et donc, qui fait que, bon, c'est complexe. À ce jour, il n'y a pas. Donc, moi, qu'est-ce que je me dis dans ce contexte, dans cette situation? Je me dis, si je veux un théâtre, il faut que je me le construise moi-même. Tu vois un peu. Parce que. Après l'interview, on va parler de crowdfunding. Amina, elle va tout expliquer. On va construire le théâtre à Lomé. Bah, par les dons des particuliers. Ok. Parce que c'est ça, quoi. Bah oui. C'est parce que. Si les gens ne se mobilisent pas, tu vas pas les pousser, tu vas pas. On a dit, bon, on est un peu fatigué aussi de dire la même chose. Même si on dit que la répétition, c'est ce que l'enseignement, c'est la répétition, ou bien la transmission, c'est la répétition. C'est un peu lassant à partir d'un certain moment de répéter la même chose comme une pile. Pourras-tu en fait citer vraiment des sujets qui t'inquiètent plus particulièrement maintenant? Peut-être ce sont des sujets politiques, quotidiens, mais pourrais-tu en fait décrire qu'est-ce qui t'inquiète en fait en ce moment? Qu'est-ce qui ça te donne envie de créer peut-être quelque chose de nouveau? J'imagine que tu as déjà un nouveau œuvre qui est en route, qui est en cours d'écriture. Oui, possible, hein, parce qu'il y a toujours quelque chose en plus chaque fois. Bon, pour parler de mes productions, qu'est-ce qui me pousse à écrire quoi, c'est quand je n'arrive pas à trouver de solution à un problème que j'écris. Mais ce qui est évident, j'ai la solution, c'est pas la peine d'écrire. Donc, quand je vais écrire, c'est que je ne dors plus, j'arrive pas, je ne comprends pas. Donc, je vais chercher. Et comme on dit, c'est comme afin pour moi. Afin, c'est quand tu vas consulter l'oracle. L'écriture, c'est comme l'oracle pour moi. Et quand je veux questionner pour dire, bon, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passe là, c'est quoi, ça va donner quoi, il faut que j'écrive. Donc, si je veux prendre par exemple, là, dans cette pièce, il y a des espérances. J'ai questionné la relation qui peut y avoir dans un couple quand un veut partir, c'est-à-dire l'homme ici,
et que la femme voudrait peut-être qu'il reste, pas peut-être voudrait qu'il reste, il a besoin de construire quelque chose avec lui, et que les deux parlent d'ailleurs, de ailleurs, parce que ça dépend d'où tu parles. On ne parle pas du même lieu, donc les deux ne parlent pas du même lieu, donc ne voient pas la même chose. Et jusqu'à un moment, alors que la femme, elle est enceinte, et elle ne voudrait pas le dire à l'homme, mais que l'homme se rende compte que, au fait, leur relation arrive à un point où il y a quelque chose qui s'est noué, parce que quand tu es avec quelqu'un, ça peut être peut-être au début comme ça, c'est pas sérieux, mais ça peut redevenir sérieux. Ça peut, à un moment, tu sens que bon, sur une échelle de 5, là on est à 2. À un moment, tu peux te dire qu'on est à 4,5, ou bien on est explosé à 6, on a dépassé la marge. Donc, c'est ce qui m'a poussé à écrire cette pièce. Quand l'homme, lui, veut partir, il veut aller voir ailleurs, c'est des adultes. C'est une très courte pièce, c'est notre première pièce. On a voulu écrire une pièce qui est sur 3 pages. Et le défi, ou bien l'objet, ou bien l'intérêt que nous voulons, ce que nous avons voulu faire, c'est vraiment écrit pour les élèves, pour que durant les semaines culturelles, ils puissent jouer une petite pièce. Et puisque souvent c'est de grandes pièces, il y a tellement de rôles à apprendre que des fois on oublie. Donc on a voulu quelque chose de très court qui fasse que celui qui prend le garçon ou la fille a un rôle à prendre qui n'est pas long, mais lui permet de jouer une petite pièce complète, toute complète. Voilà. Donc pour cette pièce, c'est ça. Si je prends un pas avant, c'est l'histoire de Jonas et de Nestor. Ça parle de l'immigration. Quand les gens partent, ils prennent la mer. Qu'est-ce qui se passe? À partir de quand on peut décider que demain, sans valise ou avec valise, je vais prendre cette route-là et c'est pour aller au point Y. Je pars d'un point X au point Y. Tu avais parlé avec des personnes témoins pour écrire ça. Non, pour cette pièce, non. Tu sais, ça parle d'imagination en fait, ce que tu imagines en fait, comment ça va être où à partir de certains archives ou... on n'imagine plus, on est déjà dans le feu de l'action. Oui, mais comment tu peux savoir en fait, par exemple, même, j'imagine que tu décris des sentiments, etc. Qu'est-ce que ça t'a fait en fait, l'effet de l'écrire ça? Peut-être tu as vu des témoignages déjà, peut-être tu as parlé avec des gens qu'elles ont... Non, 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 non. Et c'est ce que je te dis, c'est que de près ou de loin, on est embarqué, moi-même, je suis embarqué dans ce circuit-là. Je viens ici peut-être une fois l'année, ou chaque 2 ans, une fois. Quand je viens, je vois les choses. Je vois les gens. Peut-être qu'ils ont réussi, mais ils sont clandestins. Ils ont réussi, je veux dire, ils sont arrivés là. Des fois, je n'ai pas besoin de parler. Des fois, on n'a pas besoin de parole, on a besoin de silence. On a besoin d'interroger le silence. J'adopte cette démarche-là aussi. Souvent, je n'ai pas, parce que ce que l'autre vit, si je le regarde juste, je l'observe, je peux, comment je vais dire ça, me connecter, c'est-à-dire me mettre en contact avec lui, sans lui parler. Parce qu'il y a aussi, si tu prends les témoignages, c'est bien, c'est aussi, ça se fait aussi. Mais je ne veux pas me laisser emporter. Parce que quand tu rentres, des fois tu es pris toi-même dans ce cheminement qui fait que
tu n'es plus libre d'exprimer la chose. Tu deviens, c'est comme tu deviens en griffe. Comment je vais dire ça? C'est abstrait et c'est pas facile à dire avec les mots. C'est même ça le silence. Donc pour cette pièce, je n'ai consulté aucun immigrant, mais déjà à la télé, ce que nous voyons. Mais dans le quartier, les gens qui partent, les gens aussi. Quand je viens dans tel pays, dans tel autre pays, tout ça, tu vis tellement de choses. Et c'est ton histoire, ce n'est plus l'histoire de celui qui est mort en mer. Hein. On pense que c'est l'autre qui est mort, mais c'est moi qui suis mort. Donc, quand ta démarche est comme ça, tu n'as pas besoin d'aller demander si. Parce que quand l'autre a faim, c'est toi qui as faim dans cette démarche-là. Quand l'autre a soif, c'est toi qui as soif. Donc, quand tu as soif, tu le sais. Quand tu as faim, tu le ressens. L'autre, ce n'est pas l'autre. Quand on le met loin, on va lui demander, dis-moi ce que tu vis. Mais si je suis toi, si tu es heureuse, tu dois sentir. Si tu es malheureuse, tu dois savoir qu'il y a quelque chose. Et peut-être sans te parler, le contexte, les éléments, il y a tellement de signes que, voilà, donc pour écrire cette pièce-là, tu pourras la lire. Je n'ai pas interrogé quelqu'un parce que c'est notre histoire commune. C'est comme une famille. L'autre, voilà. Donc, je suis très intéressée en fait. J'ai envie de vivre cette histoire. Ok. Ok. Donc il y a ça, un pas avant. Donc Jonas et Nestor qui partent. Jonas, c'est le plus jeune. C'est un étudiant qui est très brillant, mais qui chôme. Il a fini, il n'a pas de boulot. Le Jonas et Nestor, c'est un cadre, il a travaillé, il a même étudié en Russie. Ouais, je pense que je pense oui, si même ma mémoire est fidèle. Et un cadre, il brillant pour le premier de sa promotion, il revient, il a détourné de l'argent à partir d'un moment qu'il a mis sur un compte ailleurs. Et le lieu qu'on appelle l'Eldorado. Donc il veut partir là-bas pour aller jouir de son argent. Il sait qu'il ne peut pas prendre l'avion comme je l'ai fait pour arriver ici. Parce que quand tu gères un projet de 4 milliards, 10 milliards, tu ne t'absentes pas comme ça. Tu dois finir ton projet avant de bouger. Donc, il doit prendre la mer clandestinement. Et comme il sait que celui-ci, c'est un chômeur, il veut partir, il a besoin de moyens. Et qu'il est sensible, et parce qu'il a un problème, tu le vois avec sa canne, il ne peut pas marcher, il a fait un accident de travail. Donc, bon, tu liras la pièce, tu ne la racontes pas. Voilà, donc ça on parle de l'immigration, pas une enquête, c'est moi je questionne les signes, les silences, et j'écris. Voilà, donc si je veux prendre un autre texte, je prends par exemple le potage, ça parle de l'essence, la thématique de l'énergie, du pétrole. Dans ce contexte, l'essence frelatée qu'on vend au bord de la route. Quand tu viens à Lomé, tu vas voir au bord de la route les vendeurs d'essence. C'est interdit. Et on les arrête, on bloque leur stock, souvent. Maintenant, interroger cette problématique, je ne suis allé demander à personne, parce que tu achètes même au bord de la route aussi, des fois. Il y a sur des kilomètres. Ok. Il y a sur des kilomètres où il n'y a pas de station d'essence. Par exemple. Donc, quand tu as une panne là-bas, tu fais quoi? Et donc, la pièce, je vais te dire le résumé. 6h13, la moto de Kofi, un militaire, est en panne sèche. Il doit impérativement être à 6h55 au poste où une urgente mission l'attend. Il trouve Tang, un vendeur d'essence, non frelaté, qui refuse de lui vendre du carburant. S'envolant, un conducteur de taxi-moto, compère de Tang rôde autour d'eux, visiblement nerveux. Donc, souvent, la saisie,
c'est fait par les hommes en armes. C'est leur boulot, ils font leur travail. Ils sont payés pour faire régner de l'ordre, donc ils font. Mais il se fait que tu es sur une distance où tu as une panne sèche, il te faut ce même carburant-là, parce qu'il n'y a pas de station d'essence là-bas. Et la veille, ils avaient fait une rafle. Ils avaient pris tout ce que le gars avait. Et donc le gars, alors il doit partir en mission urgemment, raison d'état, des choses assez sérieuses, tu as une panne sèche. Donc comment tu fais? Donc la pièce commence comme ça. Voilà. Donc c'est une pièce qui se passe au bord de la route. Donc voilà un peu. Je suis fascinée en fait par les sujets que tu choisis. Je trouve ça super intéressant et très honnêtement, par exemple moi, je n'ai pas encore rencontré une pièce qui va parler de l'essence. C'est super intéressant, je trouve. Mais comment ça a venu cette idée-là? Comment? Non, c'est dans l'environnement, là où je suis, j'observe. C'est vraiment. Oui, non, à Lomé, c'est une réalité. Quand tu vas au Bénin, tu vas voir les gens qui vendent l'essence au bord de la route. Et il y a des moments où, quand tu veux acheter de l'essence et que c'est interdit, ils ont leur étalage, juste une bouteille vide dessus. Quand tu viens, ils sont sûrs que si tu n'es pas un militaire, voilà, ils vont quelque part prendre l'essence et te vendre. Le marché noir. Donc la contrebande, exactement. Et dans la pièce, ils disent qu'ils participent aussi à l'économie, la contrebande, parce que c'est pas légal, c'est clair. Mais quand il vend l'essence à un fonctionnaire qui va au boulot, il participe au travail qu'il fait. Oui. Quand la vendeuse qui passe, il achète, voilà, bien il va dans une boutique, il achète l'argent de contrebande rentre dans l'économie. Donc, bon, mais ce n'est pas pour dire que c'est normal, mais j'interroge certains points, zones d'ombre de cette problématique de la contrebande. Je n'ai pas de solution, en tout cas généralement. C'est à 99%, à 100% même, je n'ai pas de solution. Je n'ai pas de recette, je ne vends pas de recette, mais j'interroge, je questionne. Et comme on dit au théâtre, l'auteur, il doit défendre tous ses personnages. Et il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de juste, il n'y a pas d'injuste dans ce que je fais, mais j'essaye de questionner chacun de là où il est. Donc, mes personnages, je me déplace, je suis avec lui, voit d'ici, de cette fenêtre, je suis là avec lui, à côté de lui, et je regarde. Et l'autre, je fais la même chose. Il n'y a pas de parti pris. Je suis neutre. C'est comme si tu es le père de 3 enfants, de 4 enfants. Tu fais tout pour être très neutre, mais les accompagnant au maximum. Donc voilà un peu, bon, comme tout dramaturge, quoi. C'est un peu ça, pour parler de ça, de cette pièce. Donc il y a une autre pièce que je n'ai pas pu emmener, c'est la théâtrale 4. Comme on est 6-7 auteurs dessus, où j'ai écrit La Réserve. La Réserve, ça parle des ventes illicites, c'est-à-dire des problèmes de terrain à Lomé. À Lomé, tu achètes un terrain, tu construis ta maison, tu l'habites, un jour quelqu'un vient et dit que c'est son terrain. Un jour, quelqu'un arrive avec un titre, peut-être plus vieux que ton titre, et il dit, c'est sa maison, c'est son terrain en tout cas. Ah oui, c'est des choses qui se passent. Et donc dans cette pièce-là, donc c'est des problématiques comme ça, mais en présence de l'État. Parce que dans cette pièce, bon, tu liras, je ne veux pas dire le contenu. Donc il y a l'État qui est parti de cette pièce-là. Il y a les propriétaires fonciers. Il y a un Chinois aussi. Parce que, tu comprends, voilà. Et
le monde comme il fonctionne aujourd'hui, il faut que qu'on puisse, comme dans nos assiettes, il y a ce que nous mangeons, qu'on a semé chez nous ou qu'on a acheté ailleurs. C'est la même chose que dans le livre que nous produisons, ça doit refléter ce qu'on vit, ce qui se passe aujourd'hui. Donc dans cette pièce-là, il y a 3 personnages. Je les ai appelés homme 1, homme 2, homme 3. Et Donc tout est... oui, puisque comme j'ai dit, je mets chacun dans la même proportion d'humain, l'humanité. Maintenant, chacun prend son chemin. Voilà, un peu. D'accord. Et pour parler en fait de la stylistique. Et je n'ai pas de préférence. Et comme dit... Mais tu vas pas parler comme ça aux ministres, aux intègres, aux conseillers. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça dépend. Ah. Parce que moi, je me dis que le théâtre ou l'écrit, ça dépend de celui qui parle. Si je prends le théâtre, genre, si je prends un exemple d'une femme ou bien d'un homme qui n'est pas instruit, qui parle français, le français qu'on peut entendre quand on n'est pas instruit et qu'on peut parler, ça ne va pas être le français même familier, ça ne va pas être le français courant ni soutenu. C'est pas familier, c'est un peu hors catégorie même. Parce que le français familier, c'est un certain niveau plus bas. Le courant, c'est un certain niveau un peu plus élevé. Qu'on parle dans un cercle soutenu, c'est ce qui est raffiné que peu les happy ou les élites, ils ont la possession de... Voilà. Maintenant, celui qui n'est pas dans cette catégorie-là, genre, quand tu vois le personnage que j'ai dans Otage, par exemple, juste pour te donner une idée, le militaire dans cette pièce, il a un langage, puisqu'il y a un jargon de militaire. Partout, dans tous les pays, il y a ce que les militaires ont comme langage. Tu dois avoir ton doctorat d'État et ou je ne sais pas quel autre diplôme tu es agrégé, professeur de machin. Et quand tu rentres dans l'armée, il y a le jargon que tout le monde se parle. En tout cas, au Togo, il y a ça dans toutes les armées. Au Bénin. Aussi, il y a ça aussi. Voilà. Et donc, ici, dans cette pièce, ce militaire, il parle, si je peux lire un petit bout, treillis là, chat là, faut pas parler de chat. Toi habillé, vieux blouson, chiffon déchiré comme ça. Et toi, permets-toi parler mal de treillis-moi. Donc, on ne va pas, ce n'est pas un français familier. Parce que, en tout cas, ce n'est pas familier pour moi. Mais c'est un français, quand on te le parle, tu comprends. Parce qu'il y a tous les mots qui permettent de donner sens. Donc, si je veux prendre un personnage comme ça, c'est comme ça que je le vois, ce personnage. Quelle langue, il va parler quel français? Il va parler un français soutenu. Ça ne passe pas un français, non. Tu vois, donc, et si je prends la dame qui va au marché, qui n'est pas instruite, qui bricole le français, elle va parler, mais elle vend. Tout s'adapte en fonction du personnage. Exactement, voilà. Ce qui était logique dès le début, mais j'ai eu envie de savoir en fait qu'est-ce que tu emploies, quels mots en fait. Okay. Ce qui est très intéressant en fait. Okay. Bon, il y a ça. Maintenant, il y a le normal, comme tu dis. Courant. Le courant, voilà, le courant. Et même des fois, ça, ce n'est plus courant, mais ça tend vers ce qui est soutenu. Parce que, par exemple, si je prends un pas avant, ça va vers un peu le courant, parce que les deux ont déjà un certain niveau académique. L'un est étudiant, il a fini, il est chômeur, l'autre est ingénieur.
Donc, ça fait déjà un certain contexte bien calé, bien carré. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire quelque chose qui veut m'échapper. Voilà, j'ai dit que le soutenu aussi, par exemple, bon, si je prends la pièce peut-être Rangbe que j'écris ici, ça devient un peu le poème dramatique. Donc, il y a un certain travail sur la langue qui fait que ça arrive à un certain niveau par rapport à cette forme d'écriture. Ce n'est pas la même chose. Donc, c'est selon le contexte, selon le besoin de la pièce. Moi, je ne suis qu'un assistant des personnages, ou bien maître de cérémonie, on dit, c'est comme les autorités, quand il y a la voix, le maître de cérémonie, on passe comme ça, passer, voilà. Je ne suis que cela, ou bien un juge de touche qui dit, oh, ceci, faute, et voilà. Il a envie de se refaire à lui par rapport à des situations un peu complexes, c'est tout. Parce que les personnages, pour moi, c'est eux-mêmes qui cherchent leur chemin. Et je ne suis qu'un accompagnant. Et quand l'auteur les connaît bien, il ne fait que les suivre. Ce n'est pas lui qui existe à côté d'eux. C'est eux qui sont vraiment les acteurs de ce qui se joue. Et l'auteur est là comme un script simple qui écrit ce qu'ils veulent et par où ils veulent passer. Parce que des fois, il y a des pièces que tu écris, tu veux cette fin. Tu l'écris comme ça, mais tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas satisfait, tu n'es pas à l'aise. Parce qu'il y a une chose, quand moi j'écris, quand il y a des phases, bon, quand je suis soulagé, je suis tranquille, c'est comme une femme qui vient d'accoucher. Tu vois un peu. Quand non, pour l'instant, je ne sais pas ça. Ah, okay. Je ne connais pas. Ah, ok, mais bon, l'auteur vit la même chose. Et quand il est enceinte, donc pour produire ce monde, c'est beaucoup de mouvements, beaucoup de chamboulements. Et quand il a une fin, qui est une forme, il a accouché, quand c'est pas l'enfant voulu, tu n'es pas à l'aise, il y a toujours le travail qui continue. Tu dis, mais c'est le bébé, non, je viens d'accoucher. Non, que c'est pas moi, c'est pas comme ça que je dois être. Remets-moi au monde comme je suis. Et donc, tu dois refaire le geste, remettre au monde comme les personnages le sentent. Et là, c'est une question de notes, une question de corps. Comment tu ressens la chose, comment tu es soulagé. Et donc, quand à un moment, je réécris comme ils veulent, je suis soulagé, je respire, j'ai vraiment accouché, je suis tranquille. On peut mettre l'enfant sur ma poitrine comme on fait. Et voilà, c'est un peu comme ça. Donc, on n'est que le maître de cérémonie ou quelqu'un qui accompagne. Voilà. Et donc, ma dernière question. Oui. Maintenant, tu es vraiment écrivain, qui possède déjà des œuvres, qui possède déjà de la public, en fait, des lecteurs qui te suivent, qui te lisent, tu as beaucoup de connaissances, donc tu es bien, comme j'adore en fait ce nom, je ne sais pas pourquoi, tu es bien stable sur le marché culturel. Alors, et là, je te propose d'effectuer un voyage au passé et imaginez une situation que tu es déjà un écrivain qui a déjà en fait, effectué des choses et tu sais comment ça marche. Et tu rencontres toi-même, petit coucou vie. Qu'est-ce que tu pouvais lui dire en fait au moment de la tristesse, au moment de peut-être même désespoir, parce que parfois tu travailles, tu écris, peut-être il y a plein des émotions qui te traversent en fait. Ou à toi petit qui
qui garde cette idée-là. Peut-être parfois elle a peur de commencer. Peut-être il hésite. Qu'est-ce que tu pouvais lui dire? Ok. Quel mot? Ok. Tu me demandes un voyage vers le passé. Vers le C'est passé. toujours douloureux de rentrer dans le passé parce qu'il y a des portes qu'on n'ouvre pas, qu'on ne veut plus ouvrir. Mais ce voyage, bon, si je vois le petit Difa, aujourd'hui, si je le rencontre, je vais lui parler de ce qui est très important quand on veut être écrivain. Il y a une seule chose, un seul mot, c'est la liberté. Et c'est là, tu écris pour être libre. Et quand tu perds ta liberté, parce que la vie est complexe, et ce que l'homme peut perdre, c'est sa liberté. Et la mort, on n'a pas peur de la mort. Et chez nous, on dit que les morts ne sont pas morts. Donc, sur ce côté, tu peux, ce que les chrétiens disent, la vie éternelle, si on veut faire un parallèle. Et ce que je dirais à lui, c'est le petit, c'est comment préserver sa liberté. Tout se joue là-bas, dans la vie d'un auteur, ou bien même d'un homme. Parce que quand tu n'es pas libre, tu ne peux plus penser. On commence par penser à partir du moment où on est soi, on n'est pas transformé pour être autre chose. Et dans le milieu, ou bien dans la vie d'artiste, c'est ça le challenge. Ce n'est pas ce qu'on écrit. Le challenge est ailleurs, c'est la liberté. Parce que le jour, tu te fais capturer, le jour où tu perds ta liberté, c'est fini. Tu vas écrire, mais c'est blanc, la page est toujours blanche. Parce que celui qui te lit, personne n'est dupe. Tout le monde sait lire, tout le monde réfléchit. Et quand tu parles, on te voit parler et on sait ce que tu dis. On t'a vu au début jusqu'à la fin. Les transformations qu'il y a eu, en bien comme en mal, sans juger, je ne juge rien, mais ça compte. Donc, je ne parlerai que de la liberté. C'est comme le poème de Éluard, et je dis ton nom. Tu connais ce poème, voilà, qui parle de la liberté. Et c'est cela que je lui donnerai comme hymne. Parce que, à ce jour, en tout cas, c'est ce que j'ai compris. On dit la vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. C'est Pascal, si ma mémoire est bonne, de Pascal. En tout cas, ma vérité d'aujourd'hui, c'est ça. Peut-être que demain, j'aurai une autre vérité, mais comme tu me dis aujourd'hui, c'est cette vérité-là. La liberté. C'est ce qu'on perd toujours, qui fait que tu deviens un homme enchaîné, bien un homme amputé, comme le nègre de Suriname. Si je veux parler de la pièce, de pas la pièce de Candide, de Voltaire. C'est ce que je veux dire au petit Difa. C'était très touchant et très sincère. Merci. Merci. Mais ce que je veux partager en plus, c'est mes rêves. Mes rêves, tu ne m'as pas posé cette question-là. Je n'ai pas posé, oui. Je pose. C'est mes rêves. Mes rêves, même quand on écrit, on imagine des choses, il y a toujours d'autres rêves qui sont peut-être au-dessus de nous. Et
qu'on veut réaliser. Et mon plus grand rêve, j'avais parlé tant, c'est de construire un théâtre, une maison des écrivains, une grande maison d'écrivains, on n'en a pas encore. Dans cette maison où il y aura la place, bien l'espace pour donner nommer ceux qui nous ont permis à nous aujourd'hui d'écrire, parce qu'il y a les pionniers. C'est comme une maison que tu construis à la fondation, les premières pierres. Et donc donner, si c'est cet espace, et les noms, ils se connaissent, ou les gens les connaissent, je ne donnerai aucun nom, parce que quand tu arrives à ce niveau, tout le monde reconnaît cela. On n'a pas besoin de dire ça ici. Et donc donner le nom de nos auteurs à des lieux, des salles de lecture, des discussions, etc. dans cet espace de la maison des écrivains. Avoir une maison d'édition, par exemple, pour produire, publier des auteurs qui vont venir après nous, parce que si tu as vécu, il faut transmettre et semer autour de toi, pour que quand toi tu n'es plus là, la maison ne soit pas vide. Donc produire des auteurs, des livres, faire la diffusion au Togo. C'est des rêves, voilà, faire la diffusion au Togo, surtout l'étendue du territoire, qu'un livre produit soit disponible à tout point. Parce que la pensée, les livres, c'est la pensée. Quand vous ne l'avez pas, vous ne pensez pas. Tu peux manger, être rassasié, immense comme une baleine, mais tu ne penses pas. Et quand tu ne penses pas, c'est qui est sûr, c'est que tu vas disparaître. Et dans le monde, on n'est pas là pour... on est là pour être dans l'action. C'est pour ça qu'un corps qui ne vit plus est inerte. Donc, une maison d'édition, un théâtre, un centre, la maison des écrivains. Voilà, j'ai beaucoup d'autres rêves. Payer les droits d'auteur, par exemple. Je pense que c'est déjà une demande ouverte. Ok. Je pense que les gens vont t'entendre. Okay. Et j'espère que tes rêves et les rêves des Togolais, de tes amis, des dramaturges qui travaillent avec toi soient réalisés dans le futur. J'espère proche. J'espère aussi. C'est plaisir de parler et d'évoquer ces sujets qui sont vraiment importants aujourd'hui. Merci. D'abord, je te remercie d'avoir eu l'idée de cette rencontre, de m'avoir donné cette opportunité de parole. C'est un moment de liberté pour moi. Parce que échanger avec l'autre, c'est vraiment partager avec lui son univers. Et j'ai vu aussi ton univers. Merci beaucoup.